En direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM. Nous sommes le mercredi 23 décembre 2020. Avec une vingtaine de textes adoptés depuis le début de l'année, l'Assemblée nationale se positionne clairement pour battre des records, objet de vives critiques dès leur élection en décembre 2018. Les députés de l'actuelle législature répondent-ils aux attentes des concitoyens? Font-ils leurs preuves 2 ans après leur élection? C'est l'interrogation du jour et pour en parler, avec moi dans ce studio, Sénat Alipuy, le président du groupe parlementaire UFC. Bonjour Monsieur Alipuy. Bonjour Monsieur Afanou, bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Ce débat se fera également avec vous, auditeurs, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM où vos réactions sont déjà très nombreuses et dans une vingtaine de minutes par téléphone à travers le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Nestor Clot à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. 2 ans après leur élection, les députés de l'actuelle législature font-ils leurs preuves? C'est le thème du jour. Mais avant d'y aller, Sénat Alipuy, nous sommes à 48 heures de la fête de Noël et les citoyens, ceux qui ont été interrogés avec le poids du coronavirus, disent éprouver des difficultés véritablement en ce qui concerne les préparatifs de cette fête. Sentez-vous ces gémissements, entre guillemets, de certains citoyens? Merci beaucoup pour la question. Avant tout propos, je nous prie d'observer une minute de silence en mémoire de notre très cher et regretté feu l'honorable André Kwasi Ablom-Johnson, troisième vice-président de l'Assemblée nationale, député de la circonscription Lac-Bamono, conseiller spécial de Gilchrist Olympio et numéro 2 de l'UFC. Il nous a quittés il y a précisément 40 jours ce matin. Et nous pouvons, parce qu'en radio, le silence, c'est pratiquement impossible, parler en quelques secondes de cet homme. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous à l'UFC? En quelques secondes, André Johnson, que gardez-vous de lui? Juste quelques secondes pour la minute de silence et je réponds. Je vous en ai laissé 3. Hein. Merci, je vous remercie. Voilà qui est fait. André Johnson, c'était pour nous le numéro 2 du parti, conseiller bras droit du président national, l'homme des missions difficiles, des missions délicates. C'était notre doyen au niveau de l'Assemblée nationale, c'est celui qui orientait un peu notre action au niveau du Parlement. Et pour moi, personnellement, c'était un père, un frère, un ami, un confident. C'est quelqu'un avec qui je parle peut-être 2-3 fois par jour, sinon plus. Et nous pensons que c'est une énorme perte pour notre groupe parlementaire, pour l'Assemblée nationale elle-même, Et votre pour parti, le pays, pour notre parti. on sent votre émotion, même 40 jours après. Absolument, mais bon, on prie que d'où est-ce qu'il est, il continue à veiller sur nous. Et nous allons continuer dans la dynamique dans laquelle il était, dans laquelle le président national, le président Gilchrist Olympio est, qui est une dynamique de compromis, de discussion, de dialogue, d'essayer de trouver des équilibres non arithmétiques, c'est-à-dire qu'on va au-delà du poids de chacun pour trouver une solution qui arrange le plus grand nombre. Donc c'est dans cette dynamique-là que nous étions et vraiment nous le regrettons. Voilà pour l'hommage, le bref hommage rendu à André Johnson, cet hommage qui vient de s'ajouter à celui de l'Assemblée nationale et tous les autres. Alors pour revenir à la première question, les fêtes, est-ce que vous les sentez-vous en tant que député? Absolument, nous sentons que c'est un peu difficile cette année et c'est tout à fait normal que ce soit un peu difficile parce que nous avons un choc exogène de nature sanitaire qui est la pandémie dont on parle, qui est une crise mondiale, qui est un problème général, qui affecte bien entendu les entreprises et qui doit être en train d'affecter très négativement les ménages. Alors nous le ressentons parce que les demandes sociales, hein, les requêtes d'un peu d'argent ici, des problèmes par là, sont plus fortes en cette période. Mais ce que je veux dire, c'est d'inviter la population à la patience, à beaucoup de courage. Nous sommes en crise, nous sommes en situation d'état d'urgence depuis le mois de mars, avril, par là. Nous avons passé l'essentiel de cette année en situation d'état d'urgence avec des couvre-feux intermittents. C'est parce que nous sommes en crise. La crise passera. Cette année 2020, nous ne la fêterons pas comme nous avons fêté les années précédentes. Mais si nous voulons fêter 2021, 2022 et les autres années à venir, il faut qu'on mette un petit bémol sur 2020. Donc vous pensez que les citoyens doivent faire preuve d'un peu plus de résilience? Ce n'est que ma perspective sur la question. Personnellement, je ne fêterai pas
Noël cette année. Je pense compte tenu du déroulement de l'année. Oui, compte tenu du déroulement de l'année, des personnes que nous avons perdues, et aussi de la nécessité de rester en vie pour l'année prochaine, parce que la Covid tue. Et s'il y en a qui en doutent encore, je peux vous dire que la Covid tue, et il vaut mieux être vivant que de s'entêter à fêter 2020 à tout prix et se retrouver dans une situation délicate en 2021. Alors, Sénal, et puis quel bilan pouvez-vous nous faire du travail qui a été celui des députés UFC cette année? Bien entendu, ce bilan, vous le partagez avec tous les autres élus pratiquement. La première année, vous avez adopté 18 textes. Cette année, vous en êtes à 19 et ce n'est peut-être pas terminé. Vous avez un rythme soutenu, vous diriez? Absolument. Aujourd'hui, nous sommes le 23 décembre. Donc, 23 décembre 2018, 23 décembre 2020, ça fait précisément 2 ans que la CENI a proclamé les résultats. C'était le 23 décembre sous le coup de 20 heures, les résultats des élections législatives. Donc, aujourd'hui, c'est un peu l'anniversaire, hein, même si nous ne sommes pas le 20, de nos 2 ans au Parlement, de l'officialisation de notre élection. Et je voudrais saisir l'occasion de ma présence sur les médias ce matin pour remercier l'ensemble des populations qui nous ont élus et qui nous accompagnent dans cette mission difficile. Et prendre le temps également de remercier les institutions qui nous ont accompagnés, notamment la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies et nos pays amis, bien entendu, la France, l'Allemagne, les États-Unis et tous ceux qui, de près ou de loin, ont accompagné le processus visant à implémenter la feuille de route du 31 juillet 2018 et qui a permis ces élections, qui, je le rappelle, se sont déroulées plus de 120 jours après l'expiration du mandat de la législature précédente. Bon. Alors, on sent que le sobriquet de député nommé est loin derrière. Je pense que cela appartient au passé, parce que c'est une élection qu'il y a eu, et il y a une semaine ou deux, le président Olympio m'a demandé de le représenter à des concertations politiques, et j'étais content d'avoir à côté de moi un représentant de l'ANC, d'avoir en face de moi un représentant des FDR, du CAR, des gens qui étaient dans une approche, il n'y a pas si longtemps, dans une approche révolutionnaire, et qui ont compris que l'heure n'est plus à perdre du temps aux populations dans la rue, mais qu'il faut être à la table de discussion pour travailler, et que ce n'est pas en nous donnant des sobriquets ou en nous invectivant ou en essayant de nous décrédibiliser que nous pouvons changer le cours de l'histoire positivement. Les élections se tiennent tous les 5 ans et tout le monde savait qu'en 2018, il y aurait des élections. Bon, bien entendu, il y a certains qui voulaient une rallonge, puisque je vous expliquais qu'il y a eu 120 jours, leur mandat expiré 120 jours sans qu'il y ait l'élection, et qu'ils demandaient qu'on aille 6 mois plus tard. Donc, il y avait eu une prolongation de leur mandat, entre guillemets. Oui, absolument. Bon, donc, bien entendu, pour eux, c'était tout bénef, puisqu'ils sont payés. Et ce n'était pas illégal. Non, bon, il reste en place jusqu'à ce que les nouveaux viennent. Mais tout ce que je veux dire, c'est que nous avons un agenda démocratique qui fait que tous les 5 ans, nous avons des élections, tous les 6 ans, ou maintenant avec les changements que nous faisons. Donc, c'était important de respecter cet agenda démocratique-là. Je suis content que maintenant les gens comprennent cela et qu'ils aient abandonné un tout petit peu le populisme, les promesses d'ivrogne, la démagogie. Et ils vous jugeront sur la base de votre bilan. Absolument. Alors, quel est-il pour le compte de cette année? Alors, pour le compte de cette année, comme vous le savez, je le disais, nous avons subi un choc exogène qui est cette pandémie à la Covid. Mais nous avons réussi à sauver la première session en adoptant 5 textes entre mars, avril et fin juin. Et là, nous sommes en train d'adopter 2 textes qui sont plus importants. S'il y a 2-3 textes qui, moi, personnellement, me marquent pour cette année 2020, il y a le premier qui était au mois de juin, concernant l'alimentation pour les enfants. Les cantines scolaires. Voilà, c'est un programme qui va permettre de donner des repas gratuits aux enfants dans les écoles primaires, dans les écoles. Et ce que nous avons voté en termes d'utilité, du côté pratique pour la population, ça va permettre de passer de 97 000 à plus de 155 000 enfants servis par année, ce qui est énorme. Alors ça, c'est le premier texte. Bon, bien entendu, il y a la loi sur l'identification biométrique qui va permettre à tous les Togolais d'avoir un identifiant unique. Cela va faciliter l'accès aux pièces d'identité. Cela va permettre d'élargir l'assiette fiscale en fiscalisant une partie de la population, faciliter la transition de l'informel au formel. Cela va permettre à différents organes de mettre en place des registres pour pouvoir
pour pouvoir mieux servir la population. Et là, je pense par exemple à l'assurance maladie, qui peut universelle. Je pense également à des programmes comme Novici. Si nous avions déjà fait l'identification biométrique et que nous avions un registre et que ces avec gens une base de données fiable, ça aurait permis d'atteindre plus de gens de façon plus efficace. Donc ce sont des choses que nous avons fait. Donc ça, c'est un autre texte majeur. Et là, nous allons probablement, nous travaillons sur le code du travail. Il est prêt, donc il pourrait passer en plénière. Mais bon, ça dépend de quelques contingences. Ça, c'est une autre chose. mais puisqu'on demande en 2 ans, qu'est-ce que nous avons fait? Si je devais regarder sur les 2 ans, je dirais que nous avons un texte que nous avons adopté, une réforme que nous avons adoptée qui en vaut 1000. Ce sont les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Il faut rappeler que 3 législatures n'ont pas pu faire ces réformes. Et au bout de 4-5 mois, nous les avons faites. Et je me souviens que par 2-3 fois dans ce studio, au début de notre élection, il y avait beaucoup de doutes. Les gens appelaient pour nous dire que nous ne valions rien et que nous ne pourrions rien faire. Ou que vous feriez les réformes pas en fonction de ce qu'ils voulaient. Mais nous avons fait les réformes conformément à la feuille de route de la CEDEAO, qui est une synthèse des positions exprimées par et le pouvoir et l'opposition. Et vous comprenez bien que depuis cette période-là, il n'y a plus personne qui parle de réforme vraiment constitutionnelle. Donc nous avons réglé un problème. Bon, même si on ne va pas nous en donner le crédit parce que nous sommes un parti minoritaire au Parlement. C'est une initiative du parti UNIR que nous avons accompagnée, mais c'est dans l'optique du règlement de la crise née des manifestations de rue de 2017. Donc il y a les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Pour moi qui ai vécu une vingtaine d'années dans la diaspora, et le droit de vote de la diaspora, c'est quelque chose que nous avons également fait. Je pense que c'était important. Et j'encourage les gens à aller s'inscrire dans les consulats et à avoir leur carte pour que le moment venu, ils puissent exercer leur droit de vote. Alors, pour revenir brièvement... Il y a la décentralisation, pour terminer. Donc, la loi sur la décentralisation. Donc, finalement, vous voyez qu'en l'espace de 2 ans, nous avons fait un certain nombre de choses qui sont très importantes. Et que, vous savez, on n'a pas fait d'élections locales depuis 32 ans. On n'avait pas. Alors, nous avons réglé des problèmes qui étaient à la fois urgents, importants, et qui vont impacter la vie des Togolais pendant très longtemps. À ceux qui nous rejoignent, nous rappelons que vous écoutez Nana FM. Nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Sénat Ali Puis, président du groupe parlementaire UFC, en train de nous interroger. 2 ans après leur élection, les députés de l'actuelle législature font-ils leur preuve? Et vos auditeurs pourraient dans une dizaine de minutes participer à ce débat en composant le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors cette année a été une année électorale. Sénat Ali Puis, la présidentielle en février dernier. L'UFC n'y avait pas positionné de candidat. Alors d'un point de vue politique et au-delà de ce que vous avez fait à l'Assemblée, quel bilan se dégage pour vous de 2020 à l'Union des forces de changement? Je ne parlerai pas pour l'Union des forces de changement. Je pense qu'il commence à être grand temps que vous trouviez un mécanisme peut-être aussi pour faire parler d'autres voix, comme le secrétaire général ou d'autres voix plus autorisées au sein du parti. Vous savez qu'on essaye. Oui, je m'occupe, bon, il faut vous dire la vérité, hein, depuis le mois de mai 2020, je suis un peu en retrait des questions de politique au niveau du parti. Et vous vous consacrez beaucoup plus à l'Assemblée nationale parlementaire, je m'occupe des questions parlementaires, je m'occupe des questions de chef de file de l'opposition et plus des missions spécifiques que le président Gilchrist Olympio me confie personnellement. Comme il y a 1 ou 2 semaines, il m'appelle, il me dit bah, écoutez, va me représenter au dialogue. Donc là, je vais. Mais la définition de la politique de l'UFC, ces questions-là, je ne suis plus trop si impliqué. Mais ce que je peux dire, puisque nous sommes un groupe parlementaire, nous sommes une aile. Des élus de la nation, mais avec la coloration que tout le monde connaît. Absolument, et dans la vie du parti, nous jouons un rôle important. Les députés font un travail formidable qui donne une bonne visibilité au parti et qui aide directement la population. Donc, si vous me demandez de faire le bilan de l'année 2020, je peux vous faire le bilan de mon point de vue comme individu, comme député, mais je pense que le parti, porte-parole, le secrétaire général, d'autres personnes sont mieux indiquées. Je dirais que c'est une année relativement apaisée, c'est-à-dire que au-delà des dissensions, des problèmes que certains ou les uns et les autres ont au plan politique, le pays est tranquille. On a passé les caps de l'élection présidentielle et on est dans une dynamique qui vise l'apaisement. Et justement, parlant d'apaisement, lors du dialogue,
sans vouloir... nous avons demandé à ce qu'on fasse tout ce qui était possible pour que les sièges qui sont inoccupés puissent être occupés. Donc il y avait quelques sièges qui étaient inoccupés, je crois, CDPA, MPDD. Bon, travail de couloir. De toutes les façons, c'est une invitation pour un travail d'intérêt public. Celui qui a la volonté vient. Mais nous pensons que si tout le monde met un peu d'eau dans son vin et qu'on est plus nombreux autour de la table, les conclusions sont plus inclusives, plus consensuelles et auront plus de facilité d'être implémentées. Mais de façon générale, et pour ne pas perdre de temps, puisque le temps ne nous attend pas, je dirais que si je devais donner une note à cette année sur 10, je nous donnerais 7 sur 10. C'est-à-dire qu'en gros, ça va. Il y a encore des choses à améliorer et nous y travaillons. Et c'est une très bonne chose que nous ayons abandonné la logique révolutionnaire qui est de faire du tapage dans les rues et de tout saccager pour être maintenant à table comme de vrais politiciens pour discuter et voir comment est-ce qu'on peut améliorer ce qui peut l'être et corriger les insuffisances que nous avons relevées. Alors, et je note, je vous fais remarquer que ce dialogue ou cette concertation que nous avons sous l'égide et à l'initiative du gouvernement se déroule sans médiateur, sans facilitateur, sans société civile et surtout sans préalable et que personne n'a claqué la porte. Donc c'est un signe de maturité que nous essayons d'envoyer comme classe politique au Togo et je pense que nous allons tout faire pour garder cet esprit-là pour que ce soit le Togo qui sort. Mais vous avez tout de même noté l'absence du MPDD, de la CDPA, dont des responsables étaient en détention à ce moment-là. Absolument, mais il faut scinder les choses. Ils étaient en détention pour des questions qui relèvent de la justice. Bon, nous avons... Certains pensent que la justice est instrumentalisée à des fins politiques. Quelle est votre opinion là-dessus? Je préfère ne pas donner d'opinion parce que ce que je vous dis ici, je dois pouvoir le dire partout où je passe. Absolument, c'est l'idée, il faudrait rester cohérent. Est-ce c'est ce que nous faisons. En tant qu'acteur politique, vous pensez que la justice est indépendante ou pas? Je pense que la justice togolaise doit continuer à faire des efforts pour être de plus en plus indépendante et qu'elle doit peut-être communiquer un peu plus pour que cette image qui lui est collée, cette pétition de principe qu'il y a, qui veut qu'elle ne le soit pas, avec le temps se résorbe. Donc cela dit, c'est une question judiciaire. Donc vous êtes persuadé que l'arrestation de Brigitte Adjabago Johnson et Gérard Diosso n'a rien à voir avec leur engagement politique? Je ne dirais pas ça. C'est un dossier que je ne maîtrise pas totalement. Tout ce que je peux dire, et sans faire le fanfaron, c'est que lorsqu'ils ont été arrêtés, j'ai reçu des instructions pour rencontrer un certain nombre de membres du gouvernement pour que pour l'image du Togo, ils soient relaxés. Mais nous n'avons pas accès aux preuves dont la justice dispose. Et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on respecte l'indépendance de la justice. On ne peut pas demander que la justice soit indépendante. Et dès qu'il y a un problème, si ça touche quelqu'un qu'on connaît, on dit on n'a qu'à faire des pressions politiques pour avoir un résultat. On laisse la justice faire son travail et c'est ce que nous avons essayé de faire. Nous avons fait un travail politique pour discuter avec des ministres, avoir leur point de vue sur la question, exprimer notre point de vue sans venir faire du tapage sur les médias. Et moi, je me réjouis que Mme Adjabago sont en liberté provisoire en attendant qu'ils finissent de s'expliquer avec la justice. Parce que cette décision de justice qui a été prise en toute indépendance, j'espère, aura un impact positif sur l'action politique que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que même si les deux ne sont pas peut-être directement liés, comme j'aimerais à le croire, je souhaite que cela ait une incidence, puisque maintenant qu'elle est libre, j'espère que leur place ne sera plus vacante à la table de discussion. Sauriez-vous répondre à la question de savoir si l'UFC se positionnera pour les régionales? Absolument. Bon, bien entendu, je ne vous donnerai pas la réponse officielle du parti, mais nous sommes prêts à aller aux élections. Si le corps électoral est convoqué le mois prochain, nous sommes prêts. En tout cas, surtout les zones où nous avons des députés, tout est nickel. Donc nous sommes prêts à aller aux élections n'importe quel jour. Et il y en a qui ne comprennent toujours pas pourquoi vous n'étiez pas à la présidentielle. C'est une question d'opportunité. Vous remarquez que nous ne sommes pas toujours bien compris au début, mais pour nous, c'est la fin qui est importante. En 2010, nous avons signé un accord avec le parti au pouvoir, RPT, venir unir. Tout le monde a crié au scandale, à la trahison. Depuis, nous ne manifestons plus. 10 ans plus tard, tous ceux qui nous ont traités de tous les noms sont à table avec nous en train de faire exactement la même chose que nous. Ils n'ont peut-être pas la courtoisie ou l'honnêteté intellectuelle de venir expliquer aux populations pourquoi ils ont changé, mais pour nous, c'est une preuve que nous avions fait un choix stratégique opportun. Certes impopulaire à court terme,
Mais dans le long terme, c'est ce qui paye. Et donc, pour maintenant terminer avec la question que vous êtes en train de me poser de façon plus spécifique, je dirais qu'il y a plusieurs élections, législatives, locales, présidentielles, régionales. Il y a certaines élections qui sont pour nous d'un enjeu vital. C'est-à-dire que si nous ne participons pas, nous sommes politiquement morts. Au rang de ces élections, vous avez les législatives et dans une moindre mesure, la présidentielle. Il y a des élections qui sont de ce que j'appellerais d'un enjeu stratégique. Les locales, si on est positionné dans certaines zones importantes, on peut en tirer quelque chose, c'est bien. Et à ce qui est périphérique, plus ou moins, comme les régionales, c'est que bon, et pour les régionales, vous êtes prêts, c'est ce que vous affirmez. Nous sommes prêts. Et ce que je veux dire, c'est que de toutes ces élections, la plus importante pour un parti qui a connu les difficultés que nous avons connues et qui est conscient qu'après les législatives, nous n'avons eu que 6% des voix. À l'issue des locales, nous n'avons eu que 3-4% des suffrages. Ce serait de la rêverie d'espérer gagner la présidentielle au premier ou au deuxième tour. Il vaut mieux qu'on garde nos forces pour d'autres combats plus tard. Et lorsqu'on est prêt, on est en mouvement, on sait qu'on va quelque part. Comprenons-nous bien, et je voudrais le dire, nous ne sommes vraiment pas dans le populisme, dans l'enfumage. Nous sommes des gens responsables. Est-ce que c'est pour cela qu'on ne sent pas vraiment le chef de file de l'opposition? Le chef de file de l'opposition travaille beaucoup, il travaille discrètement, comme je vous le dis. Lorsqu'on a arrêté Mme Adjamagbo, c'est une question de jours avant qu'on ne rencontre au moins 2 membres du gouvernement pour avoir des discussions. Mais nous ne sommes pas dans le m'as-tu vu. Vous savez, cette année, les députés de l'UFC, juste les 7 députés, nous avons dépensé plus que 20 millions dans les actions sociales, masques, kits. Distribution de vivres et non-vivres. On ne vient pas tout le temps à la radio pour dire c'est nous qui avons fait ça, ou bien comme on le voit, d'autres viennent ici. C'est probablement grâce à la lettre qu'on a écrite, qu'on a libérée à Adjamagbo. On n'est pas dans le m'as-tu vu. Nous pensons que les Togolais, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, ont besoin de solutions concrètes à leurs problèmes. Nous abordons la période des fêtes, beaucoup de gens n'ont pas d'argent. S'il y a des choses que nous pouvons faire derrière le rideau pour alléger leurs charges, pour rendre moins pénible la vie, nous le faisons. Mais cela nos n'empêche résultats pas, parleront pour nous. Cela n'anéantit pas le droit des citoyens de savoir ce que vous faites en tant que leurs représentants. Oh, absolument. Si ceux qui s'intéressent à nous savent ce que nous faisons, si vous allez sur mon site www.alipui.com ou ma page Facebook, ce que nous faisons est là. Mais je ne suis pas systématiquement là en train de prendre des photos, de faire des selfies pour dire que j'ai rencontré tel aujourd'hui, c'est grâce à nous qu'on a fait ceci. Et attention aux attaques indirectes, vous pourriez en recevoir aussi. Je suis habitué et cela ne me fait ni chaud ni froid à cette étape. Ce qui est important, c'est le Togo et c'est que les Togolais vivent de mieux en mieux de jour en jour. Donc c'est ce qui justifie les stratégies que nous déployons, qui sont claires, qui sont cohérentes et qui sont constantes. Une pause de